Madame, Monsieur, quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes jeudi 16 mars 2023. Il est 8 heures. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Amel Aribi nous rejoint comme d'habitude. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Ça se passe bien? Très bien, oui. Sûr? Ouais. Ouais. On verra tout à Les l'heure. téléspectateurs qui ont l'habitude de nous, suivre, voir. ils savent pourquoi. Ouais, ouais. D'où vient ce ouais. Quand on voit la carte, c'est pas Ils, bon ils ça. savent de quoi il vient. Oui, exactement, Ouais. oui. Mais tu sais, ce ouais. Pour ouais. ce samedi, il y aura un petit changement. Il y aura un petit changement, mais pour aujourd'hui, le soleil qu'on va avoir, il va nous rendre beaucoup service. Ah bon? Eh bien oui, Pour? parce que ce matin, nous allons découvrir deux types de sports, Ah oui. redécouvrir deux Ouais. types de sports. Mais alors, on a besoin de soleil. hein. Exactement, On oui. a besoin de soleil, on a besoin de beau temps. Balade en montagne, ça te dit? Oui, j'adorais. 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 Et comment? Eh bien justement, aujourd'hui, nous allons parler des sports de montagne. Tu connais un peu les balades? Bah, les randonnées, Randonnées. les petites marches comme ça, oui. La marche, Ouais, escalade, l'escalade. n'est-ce pas? C'est vrai que c'est dur, mais bon. Eh ben, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a quand même des clubs qui s'organisent et justement pour instaurer le sport de montagne comme véritable sport afin de pouvoir faire des championnats, afin de pouvoir faire des compétitions et bien entendu encourager les citoyens à pratiquer les différents sports de montagne. D'autant plus qu'il faut le dire, un sport de montagne, c'est vraiment hadja farja. Ah oui, oui, oui. N'est-ce Il y a de beaux paysages aussi. hein. De beaux paysages, magnifique, vraiment magnifique. un dépaysement total hein, finalement de la vie citadine, de la vie de tous les jours. tout, hein. Et puis Tout ce même qui sur le plan santé, hein, Ah bah oui, n'est-ce pas? c'est en premier. C'est hein. vraiment une C'est en désintoxication des premier. poumons. Exactement. N'est-ce pas? On s'oxygène un peu. On s'oxygène un peu. Alors on s'oxygène autrement aussi en bord de mer, ça te Ah dit? oui, 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 ça c'est beau aussi. Et comment? Eh ben, on justement, s'évade aujourd'hui. Hein. on s'évade. Et Ah oui, comment? bah Eh oui, ben, c'est bien. c'est Maria Maaka qui nous le permet. Hein. Ah bah merci Eh Mariam. ben voilà, c'est Maria Maaka qui nous le permet. Justement, parlant de sport, donc parlons de bord de mer, parlons de ce beau soleil, eh ben, aujourd'hui nous allons parler des sports nautiques, particulièrement le kitesurf, puisqu'il y a aussi des compétitions qui s'organisent. Nous allons revenir un petit peu sur cet événement. Ah, bah, c'est bien. Donc, comme Et le quoi, temps est parfois, plutôt clément pour aujourd'hui. Ah bah, tu vois, Surtout comme pour les quoi, vents aussi. Je pense qu'ils vont être vraiment satisfaits. Eh hein. ben, comme quoi, la Il y météo aura un rend peu de vent. service. Hein. Ah bah oui. Même si c'est hors saison, parfois ça rend service. Ouais, on va dire ça, oui. Et justement, donc toujours pour le programme d'aujourd'hui, toujours on restera en bord de mer, puisque l'association Récif nous a habitués à un très très bel événement. Amel, il faut dire, c'est devenu carrément une tradition hein, chez l'association Récif. C'est tout simplement le nettoiement et la protection de l'environnement, mais l'environnement marin particulièrement, puisqu'il y a un très très bel événement qui s'organise, comme je vous l'ai dit, de façon vraiment très périodique, de façon cyclique. Alors là, on invite les enfants à nettoyer les plages, c'est bien. à finalement recycler donc tous les déchets qu'on va Entre-temps, oui. récolter en bord de mer Oui. et surtout, la meilleure chose qui se passe à la fin donc, Oui. de la journée, c'est une balade en mer. Ah, bah, c'est un une peu récompense, hein. Récompense, Oui, effectivement, oui, c'est c'est une bien. récompense donc, aux enfants, mais aussi aux adultes, hein, parce que les enfants, généralement, ils sont Accompagnés d'adultes, voilà. de leurs parents, ils sont accompagnés des adultes. Et nous parlerons également ce matin de santé, donc nous allons ouvrir quand même un dossier important autour de la santé, d'autant plus que cette semaine, il y a eu une grande campagne de sensibilisation à mettre autour de la toxicomanie, autour de donc la consommation de drogue. Alors, qu'en est-il de la prise en charge de ces personnes, mais surtout, comment éviter, comment sensibiliser, comment informer? C'est un grand fléau en ce moment. Hein. Un gros fléau et ça Ah commence plus jeune, hein, plus jeune, oui, oui. que Au primaire, d'habitude, hein. malheureusement. Jusqu'au primaire. Voilà, jusqu'au C'est primaire. arrivé jusqu'au primaire. Moi, je suis sidérée. Hein. Malheureusement. Franchement, oui. Il faut sensibiliser. Hein. Et justement, il y a Il une faut grosse sensibiliser. campagne cette semaine autour de la sensibilisation à cette question. Nous en parlons ce matin et toujours sur le plan volet santé. Alors, le cancer du sein, on en parle pas seulement Octobre Rose, mais Exact. tout au long de l'année, n'est-ce pas, Amel? Ah oui, Et oui. justement, l'association Al-Amel, qui est une association très active sur terrain, elle fait vraiment un travail colossal auprès des femmes. Alors là, ce ne sont pas les femmes qui vont vers les hôpitaux, mais ce sont les hôpitaux qui vont se déplacent, vers oui. les femmes qui se déplacent particulièrement, donc les femmes qui se trouvent dans des régions plutôt enclavées, Exact. pour justement leur permettre de se faire dépister et donc Avoir des pouvoir- soins aussi. des soins, voilà. Donc se faire dépister et par la même occasion donc bénéficier de bonnes prises en charge Exact. si jamais donc il y a détection de quelconque anomalie. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Marie Mahakat et Faiza Wadi de l'avoir préparé pour nous. Sinon, Amel, Non, c'est du Nassima. soleil aujourd'hui? Nassima Zaidi aujourd'hui. Nassima Zaidi, Scriptana. Ah oui. Oui, Ah, vous avez dit Faiza Wadi. j'ai dit Faiza Wadi. Oui.
Bah, aujourd'hui, c'est Mariam Akka qui fait Zawadi, non? Ah, je sais pas. Moi, j'ai vu Mariam. Mais bon. Mais Faiza Zawadi m'a appelé hier quand même. Ah, d'accord. Là, je suis pas au courant. Alors, du soleil aujourd'hui? Allons-y. Un peu partout? On va bien l'annoncer. Ah, voilà, on va bien l'annoncer. Le sourire, il n'est pas très présent. Hein. Non, pas trop, Allez, non. Ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Allons-y. On y va? Ça va, tu as le sourire, hein? Oui, ça va. Ah, parce que d'habitude. Obligé, hein? Ouais, bon. Ouais, il y a du soleil. Bah, c'est Ouais, une obligation, c'est ouais, tout. Hein. C'est une obligation. C'est juste ouais. pour l'écran. Je peux le faire à ta place, hein, si tu veux. Bah, hein. si tu veux. Si vraiment, Si tu veux. vraiment tu ne trouves pas de plaisir, moi, Vas-y. je trouve du plaisir à annoncer du soleil. Hein. Bah, j'imagine. Bon, j'aurais trouvé plus de plaisir à annoncer de la pluie. N'est-ce pas? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Avec ce manque. Mais bon, là, on est un peu, c'est la fin des compositions pour les enfants. Ça y est, c'est la Il y a fin, des hein. compétitions, kitesurf, Ouais. sport de montagne. Donc, on a besoin Et les de vacances aussi qui les se vacances rapprochent. pour bientôt. Oui. Bah, tu vois, donc, mine Mais de bon, rien. on va il y a s'y le bon faire. côté- il y a le bon côté des choses. Hein. Oui, on va dire. Finalement. Oui, on va dire Il y ça. a le verre à moitié plein. On va se consoler pour ça, oui. Oui, mais tu avais fait une exception ce matin. Samedi, il y aura un changement. Voilà. Tu vois? Inch'Allah. Inch'Allah. On va dire Inch'Allah. Inch'Allah. Tu nous donnes quelques plus de détails pour aujourd'hui? Allons-y. Allez, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur les côtes ouest, également sur les Aurès. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée, mais à noter quelques nuages probables et persistants sur les côtes ouest. La moitié sud connaîtra des passages nuageux également vers l'extrême sud, le Égard, le Tassili, avec une tendance orageuse. Partout ailleurs, le soleil va prédominer, mais le ciel se voilera, mais en soirée, sur le sud-ouest. Et à noter des semoirs de sable, cette fois-ci, vers le Sahara central. Les températures, eh bien, elles vont hausser sensiblement, mais plus à l'ouest, également vers le centre, avec toutefois un maximum de 32 degrés du côté de Relizane, 27 Tlemcen, 26 degrés à Alger, 25 Oran, Tizi Ouzou, 24 Al-Biyad, Djelfa, Batna, 20 degrés à Annaba, 23 Sétif, Constantine. Au sud, 27 degrés du côté de Biskra, également Gardaya, 30 à Béchar, 35 à Adrar, 37 du côté de Tindouf, 34 à Insalah, 32 Tamanrasset et Janet, et enfin le maximum 38 à 39 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, plutôt agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est. Les vents seront de secteur est sur les côtes centre et est, et 10 à 30 km/h sur les côtes ouest, et les vents seront de secteur nord-est. Et on termine subite avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h55. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie, et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Comme quoi, Amel, il va faire très chaud. Hein. Il va faire très chaud. Vraiment des températures hors saison. Et hein. 26 à l'ombre, hein, je À précise. l'ombre, Oui. voilà. Mais il y a eu quand même une petite baisse hein, par rapport à la semaine, non? À la semaine, durant la semaine, nous avons eu des 32, Oui, mais 31, ça monte, 32. ça descend, ça Voilà. monte Voilà. de Là, quelques par contre, il degrés. faut faire très attention. Hein. Oui, il ne faut pas se découvrir Faut pas d'un se coup, hein, découvrir, parce que hein. là, c'est la période où on tombe très malade. Effectivement. Ouais. Donc, D'où notre c'est collègue, vrai. la pauvre. Oui. Mina, On lui fait un gros bisou. un gros bisou à Mina. Voilà. Oui. Allez, bon rétablissement à toi, Mina. Hein. Vraiment, Bon tu nous manques rétablissement. beaucoup. Hein. Exactement. Alors, mais sinon, il fait très très chaud. Au Il va sud, faire hein, très donc, chaud. Au sud, oui. Au sud, donc Carrément vraiment 40 des degrés, températures hein. carrément Pour un caniculaires, mois- hein, mois de la mars. semaine. Pour la saison, je veux La dire. saison. Pour le mois de mars, c'est un peu excessif quand même. Par contre, la mer, j'ai l'impression que ça rend service par rapport au sport nautique. Voilà. N'est-ce pas? Il y aura un peu de vent. Il y aura un peu de vent. Donc, ce On sera en parlera l'idéal. tout à l'heure avec nos invités. Voilà. On va voir si le temps Il les faut leur arrange dire plutôt. ça, oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. On se retrouve tout à l'heure après Gentil Inch'Allah. Visite du midi, Midi après et celui de 19 19h, heures. Voilà. donc pour avoir un peu plus de détails. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel, C'est à moi. toi. Allez, on se retrouve tout à l'heure et on continue. Pause musicale, cette fois-ci en compagnie de Mouh Paco qui nous interprète In Algeria, et on se retrouve juste après. Cette fois-ci, nous allons parler de cette campagne de sensibilisation par rapport à la consommation de drogue, par rapport à la toxicomanie. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, professeur Mohamed Chakali. Bonjour.
Bonjour madame, Bienvenue merci à vous. beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce sujet très préoccupant. Très préoccupant, effectivement. Consommation de substances, les addictions, nous on dit au ministère de la Santé, on parle d'addiction pour éviter les termes stigmatisants, Voilà. de la toxicomanie, de la drogue, voilà. Alors justement, là, on parle d'une thématique, comme vous l'avez si bien souligné, préoccupante. On a juste envie de dire qu'on devrait vraiment tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette situation. Et là, donc, il y a eu une campagne de sensibilisation, une semaine de sensibilisation intense par rapport à cette question. Donc, d'où vient l'intérêt ou, j'ai envie de dire, donc, quel est un petit peu, dans quel cadre, voilà, cette semaine a été organisée. Merci beaucoup. En réalité, la semaine, c'est une semaine de prévention. Donc, le ministère de la Santé, après avoir vécu la pandémie et toutes les difficultés qu'on a rencontrées, reprend un peu la main en s'intéressant à la question de la prévention. La prévention dans tous les domaines, l'hygiène, l'alimentation et bien sûr aussi les addictions. Donc la semaine, elle a concerné du 5 au 11 du mois la prévention dans tous les domaines de santé. Et on nous a consacré une journée pour les addictions. Bon. En termes d'addiction, il y a beaucoup d'addictions. Il y a les addictions aux substances qui nous préoccupent le plus, c'est les drogues, c'est les substances psychoactives. Mais il y a aussi des addictions à des substances licites, comme le tabac, c'est très préoccupant aussi pour la santé, et l'alcool, qui peut-être ne connaît pas de très grands chiffres dans notre pays, mais quand même, il faut prendre les devants, donc les substances licites. Mais il y a aussi un autre sujet en matière d'addiction. C'est pour ça que le ministère de la Santé préfère maintenant parler d'addiction, parce que c'est la maladie, c'est la maladie addictive. Donc c'est les centres du plaisir, c'est la recherche d'un plaisir, c'est donc qui est entretenu par la substance ou par le comportement. Donc il y a on parle de maladie chronique. Donc on s'installe dans une dépendance qui est alimentée au jour le jour et qui est aggravée de jour en jour. Donc en termes d'addiction, il y a aussi les addictions comportementales maintenant, et notamment l'addiction aux écrans. Aux écrans. Ça devient extrêmement préoccupant pour les jeunes, surtout pour les enfants. Et vous savez que ça peut compromettre le développement de nos enfants. Ça peut dévier certains enfants. Et malheureusement aussi, il y a la question de la cybercriminalité, donc l'utilisation des écrans pour des buts criminels. Ce sont des questions pour lesquelles le ministère de la Santé a pris les devants depuis maintenant plusieurs décennies. Et notamment en 2007, quand le ministère de la Santé a décidé de mettre en place un centre par wilaya dédié aux addictions. Donc il y a un arrêté qui a créé ces centres. On en a maintenant 46 dans le pays. C'est un chiffre très important. C'est un investissement extrêmement important qui est rare dans des pays comme le nôtre. Et j'ai envie de dire 46 établissements, donc finalement le monde de l'addiction, j'ai envie de dire, ça grandit de plus en plus. Donc finalement 46 centres de prise en charge, 46 centres donc à travers le pays, c'est quand même alarmant comme situation. C'est alarmant, mais il faut répondre à la demande. Les chiffres des saisies des services de sécurité sont très inquiétants. Oui. Et il y a aussi un décalage entre les estimations que nous avons de la population dépendante dans notre pays et les personnes qui se présentent pour se soigner dans nos centres. Et c'est pour ça que des émissions comme celle-là sont extrêmement importantes, parce que la question de la sensibilisation des familles, la question aussi de la, j'allais dire, de la déstigmatisation des personnes consommatrices, elle est fondamentale. Parce que tant qu'on marginalise ces personnes qui sont dépendantes, que le ministère de la Santé et notre pays considèrent comme des malades à soigner. Ce sont des patients. Et pas comme des délinquants à punir. Le consommateur, je parle du consommateur, pas du revendeur, pas du dealer, pas du morawish, c'est le consommateur. Le consommateur, dans notre pays, la loi de 2004, donc elle a 20 ans, le considère comme un malade. Donc là, il y a un décalage entre les personnes qui se présentent pour des soins. Ils sont au nombre de 25 000 par an pour l'année dernière. Ils étaient 10 000 il y a 10 ans, donc le chiffre a doublé. Ils étaient 20 000 en 2021, et ils sont 25 000 en 2022. Donc le chiffre est en progression. C'est encourageant que les gens viennent se soigner. Mais ces 25 000 représentent probablement le 10e
des personnes dépendantes dans notre pays. Donc ce n'est pas tout le monde qui vient se soigner. Alors justement, là vous mettez le doigt sur quelque chose quand même très important, c'est vraiment l'initiative du patient lui-même, l'initiative donc du consommateur lui-même. C'est vraiment cette prise de conscience et cette prise de conscience justement d'aller se faire soigner, d'aller se faire aider, d'aller se faire encadrer. Et justement, cette semaine de sensibilisation vient dans ce cadre-là, vient justement pour sensibiliser ces personnes-là, pour aller se faire aider, d'autant plus que les centres existent aujourd'hui, la prise en charge existe aujourd'hui, le programme aussi existe. Alors, comment se déroule cette campagne? Comment on peut atteindre ces personnes-là et les sensibiliser? Bon, tous les secteurs, tous les ministères font un travail de sensibilisation. Les affaires religieuses dans les mosquées, oui. Les services de sécurité font des campagnes, l'éducation nationale fait des campagnes, le ministère de la Santé aussi fait des campagnes. Maintenant, notre défi, c'est d'arriver à une stratégie de prévention. Oui. Parce que dire que c'est haram, tout le monde le sait et personne n'écoute. Dire que ça fait du mal à la santé, tout le monde le sait et personne n'écoute. Ce langage, il ne porte plus. Et même les vecteurs, il faut les choisir. Les jeunes sont maintenant dans les réseaux sociaux. Oui. Ils ne sont plus ni dans la presse, ni dans les... Donc il va falloir s'adapter à cette nouvelle... Changer les canaux, finalement, de communication. Changer les canaux. Donc ça défend l'idée qu'il faut construire une stratégie nationale de prévention. En plus, cette prévention, elle doit se faire très tôt. Très tôt. Elle doit se faire au primaire, au moyen. Un lycéen qui commence à fumer, c'est quelqu'un qu'on a perdu déjà. Aujourd'hui, professeur Chekali, il faut dire que ça commence beaucoup plus tôt que le lycée. Ça commence de plus en plus tôt. Beaucoup plus tôt. On a vu au niveau déjà des sorties de primaire. Donc Absolument. vraiment, ce sont des enfants qui s'adonnent à ce genre de consommation. Depuis des années, il y a une enquête même qui a été faite dans le milieu scolaire et les chiffres sont alarmants, même s'ils ne sont pas extrêmement préoccupants, ils sont alarmants. Bon. Et c'est en augmentation. Donc il y a lieu d'agir au milieu scolaire. Nous avons la chance d'avoir un système de santé scolaire qui est très développé dans notre pays. Nous avons plus de 2200 unités de santé scolaire. On appelle ça les UDS, les unités de dépistage et de suivi. Donc, où il y a un psychologue dans l'équipe. Donc, ces psychologues, on est en train de travailler pour qu'ils s'intègrent dans ces dispositifs de prévention. La prévention, il y a d'autres pays qui parlent de prévention avant la naissance. Donc, il y a peut-être une activité à mener, même avant que l'enfant ne naisse. Auprès des parents, renforcer les compétences des parents, éclairer les parents, parce que la famille, surtout dans notre pays, c'est la première école et c'est la première barrière. La famille, c'est la première barrière contre la drogue. Donc si elle rompt, il est très difficile de la remplacer, en tout cas dans notre pays. Donc il y a cette activité de prévention. Donc vous avez bien fait de la mettre en premier parce que ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus rentable. Donc, il y a dans ces centres que j'ai cités, il y a bien sûr, ces centres devraient constituer le creuset de la prévention. Ils devraient mobiliser toutes les ressources, surtout maintenant qu'il y a des médias locaux, qu'il y a des influenceurs, qu'il y a des réseaux sociaux. Oui. Donc, tout ça peut contribuer, et ils le font déjà, mais peut-être pas assez. Oui. Et il y a aussi l'autre danger, c'est que, quelquefois, ces réseaux encouragent la consommation. Et pas seulement les réseaux. Nous voyons maintenant des films, des chansons qui font la promotion de la consommation de substances. Là aussi, il y a des garde-fous à mettre en place pour que la consommation soit réduite à titre préventif. À côté de l'aspect préventif, il y a l'aspect curatif. Oui. On peut soigner. Mais la première chose, vous l'avez dit, le premier écueil, c'est celui de la motivation, comme vous l'avez très bien dit. On ne peut pas soigner quelqu'un qui consomme des substances contre son gré. Oui. Ou on le fait parce que c'est lui qui le demande, ou bien ce n'est même pas la peine de commencer. C'est-à-dire le travail doit commencer dans la famille. Déjà, pour avec soi-même. Avec soi-même. Mais la famille ne doit pas, c'est-à-dire lutter contre les tabous. Maintenant que la drogue est partout, ce n'est plus un tabou. C'est-à-dire qu'il faut que les familles s'ouvrent à la discussion avec leurs enfants. Il ne faut pas qu'ils soient dans la répression brutale dès le départ. Oui. C'est une épreuve pour l'individu, pour sa famille. La peur du jugement parfois, la stigmatisation, c'est ce qui fait des réticences, c'est ce qui crée des réticences chez la personne. C'est les idées reçues. Donc il faut réellement s'ouvrir à cette question. Donc il faut que la demande vienne, je dirais, du patient. Oui. Parce qu'il faut le voir comme ça. Quand le patient accepte
de se soigner, nos équipes sont en train de se former, on en a formé un certain nombre, mais pas tous, à ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Ouais. Avant toute chose, on commence par consolider, renforcer la motivation. C'est un travail et c'est une formation. Malheureusement, elle n'existe pas dans les cursus initiaux de formation des médecins, des psychologues, des infirmiers. Donc, on essaye de rattraper ça avec des formations continues. C'est vrai que c'est la base, hein, professeur, parce qu'à un moment donné, le patient, à un moment donné, il peut vraiment... S'il n'est pas motivé... voilà. Bon. Et même avec ça, les soignants savent bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce sont des maladies chroniques, que la rechute est là. On l'attend. Elle ne nous inquiète pas, même pas, je dirais. Oui. Donc, on ne va pas en vouloir à un consommateur parce qu'il a fléchi, parce qu'il a rechuté. Oui. C'est des maladies à rechute. On le sait, on est averti. Donc, on fait avec la rechute et on ne doit pas du tout pénaliser quelqu'un qui a fléchi, Oui. quelquefois par sa faute. Souvent, ce n'est pas de sa faute. Souvent, c'est l'environnement. Donc, il faut voir aussi comment, que ce soit les milieux aisés ou les milieux défavorisés. Donc finalement, professeur, c'est un grand challenge parce que tout le travail ne se fait pas qu'avec le patient lui-même, mais avec toute la société. Parce que finalement, chacun d'entre nous est responsable de cette situation d'une manière ou d'une autre. Donc même s'il y a la volonté, même s'il y a prise en charge, il suffit que l'environnement ait ce mauvais regard ou cette stigmatisation ou ce jugement. Donc il se porte lui-même facteur et élément déclencheur finalement de cette addiction, de cette rechute. Donc, absolument, chacun d'entre nous c'est un a phénomène une part de société. de responsabilité. Comme beaucoup de choses, ce n'est pas l'affaire de la santé seule, absolument pas. Oui. La santé ne pourra jamais faire toute seule. Je vous ai dit, en faisant tous ces efforts-là, nous mettons la main sur les 10% de la population, 10% peut-être même un peu moins, de la population consommatrice, ou sûrement moins. On n'a pas d'enquête de population pour dire combien il y a de consommateurs dans notre pays, mais les associations, les enquêtes qui ont été faites nous font dire que nous sommes sur 10% de personnes consommatrices qui viennent se soigner. C'est un nombre assez encourageant, mais quand même, il reste très en deçà de ce qu'on devrait faire. Alors, professeur, ma question, c'est que pour ces personnes, justement, qui prennent conscience, et c'est ce qu'on espère d'ailleurs pour les gens qui nous regardent et pour les gens donc, qui sont malheureusement tombés dans ce piège-là, donc pour ces personnes qui ont cette volonté d'aller se faire soigner, d'aller se faire prendre en charge, donc comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils doivent se rendre donc, au niveau de ces centres-là? Ça se passe comment? Bon, ces centres, comme je vous ai dit, il y en a 46, donc il y a quelques wilayas qui n'ont pas encore leur centre. Oui. Il y en a même des centres qui sont construits, les murs sont là, mais ils ne sont pas encore fonctionnels. Mais on a 46 centres ambulatoires et on a 6 centres hospitaliers. Quelquefois, en consommateur, on est obligé de l'hospitaliser, donc on a 6 centres hospitaliers dédiés aux addictions. Oui. Donc les malades, ils peuvent se présenter avec une lettre de liaison d'un médecin généraliste, voire même tout seul. Les centres que je connais très bien, pour les avoir visités presque tous, ce sont des centres qui sont très accueillants, qui sont formés pour ça, qui à la limite, devraient aller chercher les patients en dehors des centres. Si on pouvait le faire, on l'aurait fait. Notre loi est faite de façon qu'on ne peut pas exercer. Il n'y a que l'assistante sociale qui peut aller chercher les patients en dehors. Et en plus, elle ne pourra pas faire ce travail-là. Donc nous comptons aussi sur les associations, si elles existent. Probablement une collaboration avec la société civile qui fait aussi un travail magnifique sur terrain. Absolument, il y a beaucoup d'associations qui font du très bon travail. Pas assez dans ce domaine-là, parce que là aussi, pour ce qui est des associations, il y a une réticence du mouvement associatif, je dois le dire. On s'occupe plus des cancéreux, on s'occupe plus des autistes, mais on s'occupe moins de cette population qui en a peut-être encore plus besoin. Oui. Parce qu'ils sont dans la stigmatisation, ils sont dans l'exclusion. Oui. Les familles sont quelquefois démobilisées et quelquefois même absentes. Donc ces personnes-là ont peut-être plus besoin, je ne sais pas jeter la pierre aux patients atteints de cancer, au contraire, mais la société civile a besoin peut-être plus de se mobiliser autour de thèmes comme ça, qui sont des thèmes de société, et surtout si on lutte contre le stigma, quand on se dit que et on a beaucoup d'exemples de personnes qui ont été rétablies et qui ont repris une vie sociale et même professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes personnes, après, ils vont vers la sensibilisation, ils vont vers l'information. C'est ce qui est, ce sont des expériences finalement. Ce sont ces personnes-là qui tirent un peu le mouvement associatif parce que ce sont des gens qui
connaissent très bien le parcours, Oui. qui connaissent très bien les difficultés et qui connaissent surtout les issues. Parce que C'est l'issue est là. L'issue est là. C'est quand, par exemple, pour le tabac, moi je dis souvent qu'un fumeur a deux plaisirs, celui de fumer et celui d'arrêter. Parce qu'arrêter une substance, c'est un défi qu'on se lance à soi-même. vrai. C'est une affirmation de soi. C'est un dessus qu'on a pris sur quelque chose d'extrêmement dur. Donc, nous, on a beaucoup d'exemples de personnes qui ont pu se tirer d'affaires, construire une entreprise. Et là aussi, je dois signaler que maintenant, on a un ministère des micro-entreprises. Oui. Je sais qu'il fait beaucoup d'efforts pour ce genre de population qu'on pourrait dire vulnérable. Et on a des exemples de jeunes qui ont été aidés dans le cadre de l'ANGEM à réaliser des projets professionnels. Ils y sont arrivés. Mais c'est un petit nombre d'exemples, peut-être il y a une centaine d'exemples dans notre pays. C'est très peu par rapport aux personnes, au nombre de personnes que nous avons accompagnées. Donc, on est en train de travailler, en tout cas au ministère de la Santé, pour associer ses partenaires afin qu'une personne qui est soignée dans un centre puisse être soignée complètement. Voilà. C'est-à-dire accompagnée ensuite Pour la vie sociale et professionnelle. dans la vie sociale et par la suite. professionnelle. Donc finalement, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Absolument. Elle est nécessairement pluridisciplinaire. Voilà. Le ministère de la Santé ne pourra jamais faire tout seul. Il y a la famille, Oui. il y a les soignants, et il y a toute la société avec toutes ses Toute la composantes. société, effectivement. En tout cas, Et il y a les médias aussi, bien sûr. Oui, partie prenante. C'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup à vous, C'est moi. professeur, pour tout ce que vous faites déjà pour la sensibilisation, pour l'information, non seulement pour cette frange de la société, mais aussi pour toute la société, parce que comme on l'a dit, chacun d'entre nous a vraiment une part de responsabilité par rapport à toutes ces situations. En tout cas, merci beaucoup, C'est moi. professeur, d'avoir été parmi nous Merci ce beaucoup. matin. Voilà. Et on Merci. continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du stade donc Nelson Mandela. L'ami Aboud Boudassi était rendu pour s'intéresser à une autre frange de la société qui sont donc les personnes qui présentent un handicap particulier. Et là, elle s'intéresse à l'accessibilité donc pour ces personnes à besoins spécifiques. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Pour les personnes en situation de handicap, voir un match représente un vrai challenge dû à l'accessibilité. Au stade Nelson Mandela de Berraqi, nous avons donné rendez-vous à Issam Damarji, architecte agréé pour constater les aménagements prévus pour les personnes à mobilité réduite et voir la chaîne de déplacement pour assister à un match. Et cela passe forcément par l'arrivée et le stationnement. Après l'entrée, donc on arrive au parking. Donc nous remarquerons qu'il y a un parking avec les logos qui indique le parking pour les personnes à mobilité réduite. Donc la personne en mobilité réduite vient, donc parque sa voiture et part au stade en toute autonomie. Ça, donc c'est exigé par les normes internationales. Donc on voit bien que le parking, vraiment, il y a beaucoup de place. Nous poursuivons notre trajectoire pour accéder aux tribunes en passant par cette rampe et le contrôle de la billetterie. Alors là, on est dans le prolongement de la chaîne de déplacement. Donc nous avons vu du parking, donc la personne en situation de handicap donc, prend cette deuxième rampe et se retrouve pratiquement à l'accès du stade. Les dimensions sont très intéressantes, ce qui permet quand même d'évoluer très à l'aise, d'être à l'aise dans ces déplacements. Une fois dans les gradins, nous constatons que les places sont faciles d'accès et avec un marquage au sol. En continuité, donc après avoir vu le passage réservé aux personnes handicapées, donc nous avons vu des places réservées aux personnes en situation de handicap. Donc l'handicapé peut venir voir un match tout en étant à l'aise. Et là, donc, je vous signale qu'aussi, on a vu des sanitaires qui ne sont pas loin des sanitaires adaptés pour les personnes en situation de handicap. Alors, carton vert ou carton rouge pour l'accessibilité au niveau du stade Nelson Mandela? Réponse avec Issam Damarji. En conclusion, nous pouvons dire comme quoi la chaîne de déplacement de la personne en situation de handicap a été respectée, il n'y a pas de rupture de chaîne.
Et de retour sur le plateau, c'était donc un reportage autour de l'accessibilité pour les personnes à besoins spécifiques au niveau du stade Nelson Mandela. Les personnes donc à besoins spécifiques, on continue d'en parler puisqu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font en leur faveur. L'association Récif, justement, a organisé un événement très intéressant et surtout un événement, une expérience unique, hein, on va dire, au profit donc de cette catégorie de la société. Nous en parlons ce matin en compagnie d'une membre de cette association, à savoir Ryan Denten. Ryan, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Super. On vient avec son petit requin? Oui, toujours. N'est-ce pas? Oui. Il vous accompagne partout? Partout. Et comment? Et il faut bien marquer, ah oui, bien marquer sûr. la passion hein, pour la mer, n'est-ce pas? Oui. Alors comment se porte l'association? Très bien, très bien. Alhamdoulilah. On a fait un événement le week-end dernier, on prépare un événement ce week-end, Inch'Allah. Voilà, toujours aussi actif. Toujours. Alors on va commencer par l'événement du week-end dernier qui est un événement très intéressant, très important surtout et aussi une expérience unique. Hein. D'ailleurs, pour n'importe qui vient vivre ce genre d'événement, c'est une expérience unique. C'est la plongée sous-marine, mais la plongée sous-marine dédiée aux personnes handicapées. Alors parlez-nous un petit peu de cette initiative. L'événement, ça s'appelle Handi Plongée. C'est pour les personnes, c'est la plongée sous-marine pour les personnes handicapées. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle des associations avec des jeunes enfants en situation de handicap et on leur fait des baptêmes de plongée sous-marine en piscine. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les baptêmes pour ces enfants en situation de handicap, il faut une formation spéciale pour les moniteurs. Ça ne se fait pas avec n'importe quel moniteur ou là de n'importe quelle façon. Donc, il faut un moniteur qui a déjà été formé par rapport à ça. Il faut bien entourer l'enfant, il faut s'assurer qu'il est à l'aise dans l'eau, qu'il va bien, qu'il n'est pas stressé et tout. Et c'est une expérience vraiment exceptionnelle parce que, sincèrement, déjà, la plongée, c'est n'importe qui. Unique. N'importe qui essaie la plongée trouve que c'est une expérience exceptionnelle. Alors là, dans cette situation, c'était merveilleux. Donc, on essaye de faire ça, de mettre l'accès justement à la plongée sous-marine pour les enfants handicapés et pour ceux qui ne peuvent peut-être pas faire de la plongée, pourquoi pas juste des balades en mer ou de la nage pour pouvoir voir un peu le monde sous-marin. Et d'essayer de faire ces actions dans des wilayas de l'intérieur, là où les personnes n'ont pas forcément accès à la mer, où ils ne savent pas c'est quoi, dans les piscines publiques. Justement, nous sommes en train de voir quelques images, Ryan. Alors, vous nous avez parlé un petit peu des compétences et de la formation du moniteur lui-même. Donc, effectivement, c'est l'encadrant, c'est lui qui va accompagner l'enfant. Alors, quelles sont les compétences que le moniteur doit avoir pour pouvoir donc accompagner ces personnes en situation d'handicap donc en plongée sous-marine? Alors, le moniteur, il doit être parfaitement conscient de l'handicap de l'enfant, de sa situation, de comment réagir avec lui. C'est du cas par cas finalement. Exactement, c'est du cas par cas. Comment le tenir peut-être, comment lui expliquer la chose aussi. D'accord. Il y a des enfants, par exemple, on a travaillé avec des enfants qui ont l'habitude de nager. Okay. Donc ils savent c'est quoi la piscine, les palmes, le masque ou peut-être. Parfois il y a des enfants qui ne le savent pas. Donc il faut bien leur expliquer, bien leur montrer comment on fait les choses. Et chaque moniteur encadre un seul enfant. Il prend un seul enfant en charge avec plus un assistant ou deux. Donc la formation est extrêmement importante et c'est quelque chose qui est une spécialité à part. D'accord, c'est une formation desquelles les moniteurs bénéficient au niveau de l'association Récif? Elle a déjà été faite, oui. Il y a plusieurs moniteurs qui ont bénéficié de cette formation. Alors ce qui est intéressant, Ryan, c'est que vous essayez un petit peu de toucher plusieurs wilayas, pas seulement Alger, vraiment de faire profiter au maximum donc, les différentes catégories de ces personnes qui se trouvent un petit peu partout. Oui, c'est l'objectif, justement. Comme je vous ai dit, faire quelque chose dans une ville côtière où les enfants ont l'habitude de la mer et tout, c'est intéressant. Mais de le faire dans les wilayas intérieures, le sud et tout ça a déjà été à Al-Rouad, Al-Borj, Bouira aussi, je pense. Donc ça, c'est une autre portée pour ces enfants-là. De pouvoir nager, de pouvoir plonger, ils se disent « Ah, ouais, je peux respirer sous l'eau, c'est presque magique ». Donc, c'est vrai que c'est magique. Oui. C'est vrai que c'est magique. Vous vivez toujours la magie, cette magie-là, à chaque fois. À chaque fois. Toujours avec le même plaisir, toujours avec la même magie. Ça ne change pas. C'est toujours une expérience nouvelle et extraordinaire. Émerveillement. Oui. Alors, Ryan, justement, en compagnie des personnes à mobilité réduite, c'est la première fois donc, que vous vivez cette expérience. Moi, c'était la première fois que j'ai Vous l'avez vécu comment?
Alors, un peu stressée au début. Oui. Je devais être assistante, donc un peu stressée. On se dit... Ça reste quand même une grosse responsabilité. Oui, ça reste une responsabilité. Même si on sait ce qu'on fait, on ne sait jamais comment ça va se passer. Oui. On a un peu peur et tout. Mais on est bien encadré. L'équipe de Récif, ils sont tous, comment dire, ils sont tous motivés, ils sont tous formés, ils savent ce qu'ils font. Donc ça s'est très bien passé. Ils nous ont bien expliqué la chose, comment se comporter avec les enfants, comment les tenir, comment leur parler et tout. Quoi faire et surtout quoi ne pas faire. Et ça s'est très bien passé, c'était merveilleux. Les enfants étaient ravis, ils étaient contents. Déjà, on peut voir les photos, ils sont tous super souriants. C'était bien, c'était vraiment magique. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Déjà, bon, quand on a commencé, on les a emmenés nager un peu. On a fait le tour de la piscine, quelques petits tours. Après, on a commencé à leur expliquer comment mettre les masques et tout et à les faire descendre. Et quand j'ai fait descendre le premier enfant avec moi, c'était juste de voir ses yeux qui ont fait ça sous l'eau. C'était le waouh. Alors ça, c'était magique. Et il sourit, il est là et c'était exceptionnel. Et après, on les remonte. Tu veux encore essayer? Oui, donne-y ton râteau. Donc ça, c'était merveilleux. Voilà, c'est vraiment un moment de partage exceptionnel finalement. Et l'objectif final, ce sera d'emmener des enfants en mer. Inch'Allah, ceux qui sont vraiment à l'aise et avec qui on peut travailler, on les emmènera faire des baptêmes en mer et des stages spécialement pour eux, Inch'Allah. Alors, ces enfants avec lesquels vous avez travaillé donc, le week-end dernier, Ryan, est-ce que ça va être les mêmes enfants avec lesquels vous allez travailler plus tard ou il y aura d'autres catégories d'enfants que vous allez recevoir? Le projet, ce serait sur l'année encadrer une dizaine ou quinzaine d'enfants. Donc ce sera les mêmes qu'on encadrera. Mais pour les événements handi-plongée, on va essayer de faire plusieurs wilayas. Donc on va essayer de toucher le maximum. Il y a le can une fois. Si on peut revenir sur la wilaya plus tard et refaire les baptêmes pour les mêmes enfants, ce serait super. Mais ce serait toucher déjà le maximum de monde pour leur montrer que c'est ouvert, ça existe, vous pouvez faire ça, c'est possible. Au moins une fois dans la vie. C'est vrai que c'est une expérience à faire au moins une fois dans la vie pour tout le monde. Hein. Donc l'objectif, ce serait d'avoir quelques enfants à encadrer sur l'année pour les emmener en mer et tout, mais on essaye de toucher le maximum. Inch'Allah, donc d'ici la fin de l'année? Inch'Allah. Pourquoi pas? Oui, Inch'Allah. Pourquoi pas? Et donc, c'est un événement qui s'est passé le week-end dernier. Le prochain événement par rapport au même intérêt, ce sera pour quand? Pour l'handi-plongée, ce sera Ramadan pour l'instant. On n'a pas encore fixé une date, mais il y en aura Ramadan. Il fera beau, donc on pourra sortir en mer probablement. Sûrement. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, toujours dans la lancée de l'association Récif, donc il y a beaucoup d'événements qui se font au niveau de votre association, donc toujours par rapport à la sensibilisation, toujours par rapport à l'information. Donc cette fois-ci, une bouteille à la mer à la 7e édition. Une bouteille à la terre. Donc, bouteille à la terre, pas bouteille à la terre, balade en mer. Exactement. Voilà, bouteille à la terre, balade en mer. C'est la 7e édition, donc ça s'est installé, on peut le dire aujourd'hui, comme une véritable tradition, n'est-ce pas? C'est la tradition de Récif et ce qui est intéressant, ce sera le 18 mars, Inch'Allah, c'est la journée mondiale du recyclage, donc ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Oui. Et une bouteille à la terre, le principe, il est très simple, c'est déjà, on va essayer de sensibiliser les enfants au recyclage des bouteilles en plastique. Donc, on les encourage, pour chaque 30 bouteilles en plastique ramenées au siège de l'association, ils auront droit à une balade en mer. Donc c'est ça le principe. Les sensibiliser au recyclage, au problème du plastique, le danger du plastique qu'il représente dans notre société. Et on est en partenariat avec l'AND, l'Agence nationale des déchets. Oui, on est toujours en collaboration. Toujours en collaboration avec eux pour cet événement. Donc c'est toujours intéressant de sensibiliser les enfants parce que les adultes, parfois c'est un peu compliqué de les faire sortir de leurs mauvaises habitudes. Donc c'est bien de commencer par les jeunes, on leur explique, on leur dit et tout. Et surtout dans la société l'anaféha, c'est un peu difficile d'éviter le plastique. Oui. Il y a le plastique partout. Donc à faute de l'éviter, on se dit, bon, j'utilise du plastique mais je l'emmène Récif, ils vont le recycler. Il y a un peu... un équilibre. Et voilà, un équilibre. Voilà, mais aussi, pourquoi pas par la suite, j'ai envie de dire, impliquer aussi les entreprises productrices de plastique. Oui, c'est aussi, parce que c'est un petit peu la responsabilité des entreprises aussi fabricantes donc, du plastique ensuite, parce que ça reste quand même un produit recyclable. Voilà, c'est un produit recyclable. Ce qui est intéressant. Enfin, pour certains produits, pas tous bien sûr. Non, on vise les bouteilles en plastique, en PET. Et aussi, nous allons lancer un projet, Inch'Allah, ce samedi. Ce sera d'utiliser la valeur de ces bouteilles en plastique recyclées
pour justement payer le carburant des embarcations de Recife. Ah. Vu que le plastique, le PET Oui. est un dérivé du pétrole et le carburant également, c'est tout un cycle en fait. Ça rentre dans le même cycle d'utiliser la valeur de ce plastique recyclé pour le carburant. Alors, ce qui est intéressant avec tous ces événements, Ryan, que vous organisez au niveau de l'association Recife, c'est carrément une éducation à l'environnement, Oui. n'est-ce pas? Oui, il faut- Sensibilisation, une éducation carrément à l'importance finalement de la protection de l'environnement. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire pour que ce soit avec cet événement Une bouteille à la terre ou aussi les éboueurs de la mer, Oui. un événement qui est connu. Très bientôt, Inch'Allah, oui. Inch'Allah, Un après événement. Ramadan. Après Ramadan, il y aura beaucoup d'événements. Ce sera Hadaya, Une bouteille à la terre. Ce samedi 18, ce sera le dernier avant Oui. Ramadan, parce que c'est la semaine prochaine. Mais après Ramadan, Inch'Allah, il y aura beaucoup de choses. Inch'Allah. Alors, on disait donc c'est une véritable éducation. Oui, c'est une à- éducation. Ça permet surtout les enfants, parfois, ils ne savent pas ce que c'est. Mhm. Mais quand ils voient la mer, parfois, ils disent ah oui, c'est sale et tout. On leur explique. Il ne faut pas jeter ça ici, il ne faut pas mettre ça ici. Ça peut se recycler. Et ça les incite, surtout quand ils viennent la première fois. Oui. Ils vont faire la balade en mer, il y a du hamlhal, ils vont se dire quand ils rentrent à la maison, La ils tombent les récompense. bouteilles. Ils vont leur femme, ils tombent les bouteilles, Voilà. puis ils vont une balade. Donc ça les incite aussi, ça les encourage. Et aussi les parents et les adultes. Voilà, nous sommes en train de découvrir d'ailleurs de très très belles photos. Là, c'est C'est la 6e édition. oui, c'est la dernière. la photo que nous avons vue avant, c'était les préparatifs pour la Oui, sortie. oui. Voilà. Donc là, c'est un peu le recyclage ou Oui, là ça c'est se le passe quoi? tri. Qu'est-ce qui se Là passe c'est le tri des bouteilles en fait. D'accord, le tri. C'est un atelier de valorisation. On leur explique comment on fait. On prend la bouteille. Chaque enfant qu'est-ce qu'il fait en fait. Il y en a un, il enlève le chaîne. bouchon. Voilà une chaîne. Un, il enlève le bouchon, il le met dans un sac spécial. L'anneau. L'autocollant. Déjà cette photo je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Oui. Euh, Ça, c'est une photo qui exprime la victoire. La quelque victoire part. à la fin, c'était super. Et aussi, on a les plongeurs de récif. On plonge au niveau du port ou de la plage pour nettoyer ce qu'on trouve, en fait, les déchets. Que ce soit en plastique, ou là, il y avait des pneus et tout. On essaie de faire sortir le maximum de ce qu'on peut. Alors justement, Ryan, vous-même, vous êtes plongeuse, professionnelle aussi, depuis le temps P2 pour l'instant, 2e degré. Quand même. Oui, ça va. Si, quand même. Non, il y a la plongée professionnelle et la plongée loisir. Et Nous, on est dans la plongée loisir. Vous êtes dans la plongée professionnelle. loisir, d'accord. Voilà. Alors, Professionnelle, c'est d'autres formations. voilà, d'autres formations. Après, c'est des compétitions, j'imagine. Sûrement. Après, c'était voilà. Alors, restons donc dans la plongée de plaisance, Loisir. de loisir, d'accord. Donc, pour cette plongée, alors vous-même, vous êtes plongeuse, vous plongez souvent, donc pour le loisir, pour justement découvrir un petit peu les merveilles des récifs. Oui, n'est-ce pas? Exactement. Et vous rencontrez souvent comme ça, vous faites souvent de mauvaises rencontres. Ça arrive, oui, ça arrive et c'est affligeant quand on voit ça, surtout quand on est dans des endroits, dans des paysages qui sont juste époustouflants. Et ce qui est intéressant avec la plongée, c'est que même si on plonge tous les jours dans le même site, on verra quelque chose de nouveau. Oui. Et parfois on est là, on trouve... C'est ce qui est carrément exceptionnel. Exactement. Donc c'est vraiment dommage quand on plonge, on trouve des déchets. Oui. C'est affligeant, mais on essaye. En tout cas, notre groupe de plongeurs, quand on plonge, on trouve des sacs de plastique ou quoi que ce soit, on les met dans nos poches. C'est du pierre de coups, donc Voilà. vous plongez pour le petit moment de plaisir. Voilà. Et ce qu'on trouve, on essaye. Ce que vous trouvez, vous ramassez quand même. Voilà. Il ne faut surtout pas toucher l'environnement. On prend le plastique, mais on ne touche pas les animaux, on ne touche pas les plantes, on ne touche pas les pierres et tout. Et donc par rapport à ces plongées que vous faites, donc lorsque vous êtes contraint, j'ai envie de dire, donc de nettoyer, lorsque vous accompagnez d'autres enfants qui plongent avec vous, c'est la même chose? Alors pour les enfants, la plongée, en tout cas les stages de plongée, c'est à partir de 14 ans. Les jeunes enfants, ils font que des baptêmes. Donc pour le baptême, c'est rare de trouver des sacs en plastique ou quoi que ce soit. Mais les autres, on leur explique. Surtout nous, au Récif, l'association, c'est notre visée, c'est le recyclage, c'est l'environnement, la protection. Donc ils vont être sensibilisés par rapport à ça, ils vont comprendre, ils vont participer sûrement à des événements avec nous. Alors ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Voilà, après ça devient seconde nature. Exactement. On se rend même plus compte. On plonge dans le plastique, hop, بلا ما تفيق حتى وتسب ton gilet gars تعمر. C'est dommage ça par contre. Hein. Ça par contre c'est dommage. Oui, mais bon, oui. on fait avec ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, effectivement. Alors on rappelle l'événement, ça va être samedi Inch'Allah 18 à quel mars. niveau? Au niveau, le siège de Récif, Tamanfoust, le port de Tamanfoust, la Le port de Tamanfoust, il y a des inscriptions préalables ou non, c'est non, ouvert non, à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, soyez les bienvenus, ramenez juste des bouteilles en plastique. D'accord, ramenez des bouteilles en plastique pour les enfants jusqu'à quel âge? Non, il n'y a pas d'âge là, c'est juste une balade en mer. Pour les enfants, Pour les grands enfants. مرحبا بكم. Les grands enfants. مرحبا بكم. مرحبا بهم.
les grands enfants de montage. En tout cas, merci beaucoup, Ryan. Bravo pour tout ce que vous faites. Donc, rendez-vous pris pour le 18 mars, Inch'Allah, au niveau du port de Tamanfous. Merci beaucoup, Ryan. Je rappelle, vous êtes donc membre de l'association Récif. Merci encore une fois. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre d'un sculpteur. Lui, il est sculpteur qui vient du Gabon. Il s'agit de Ndoug Mba. Je vous laisse voir ce portrait. On se retrouve juste après. Âgé de 42 ans, est un passionné de la sculpture et d'art, un métier qu'il exerce depuis plus de 3 décennies. Débuté dès son jeune âge dans sa localité d'origine, Bingou, en passant par Lambaréné pour s'installer au Copam depuis plusieurs années. Je suis dans le domaine, ça fait déjà plus de 10 ans. Je l'ai appris dans le tas. Je n'ai pas été dans une école de formation pour faire cela. De temps en temps, je venais, je passais du temps. Et ça m'avait intéressé. Je commençais par faire des petites choses, le polissage, jusqu'à ce que j'ai pu réaliser des grandes œuvres comme vous voyez. Et quand j'arrive un matin pour commencer le travail, je n'ai pas quelque chose de précis. C'est au fur et à mesure que je commence à cogner sur la pierre, c'est là où, par rapport à la forme de la pierre brute, j'ai une idée qui germe dans la tête et c'est cette idée qui me permet de la concrétiser sur la pierre brute. Masques, femmes africaines, sculptées, les tableaux iconographiques et d'autres objets minutieusement taillés, c'est le résultat de la transformation de la matière brute réalisée par l'artiste dans son activité au quotidien. Notre inspiration, comme je disais, ça vient de Dieu et de tout ce qui nous entoure. Et le plus souvent, les clients ont toujours tendance à nous dire que on ne voit sur le marché que les visages de femmes. C'est tout à fait normal parce que la femme est la plus appréciée. On fait des hommes, mais pour que ça passe, ça prend du temps. Bien avant la crise, on avait des clients qui venaient régulièrement, qui achetaient. Nous faisons avec ce que Dieu nous permet de gagner. Mais dire qu'on peut joindre les deux bouts, ce n'est pas facile. La pierre de Mbigou, ce qui fait son originalité, c'est dû au fait qu'elle est facilement travaillable. Et la pierre de Mbigou, on ne la trouve qu'au Gabon. Cette activité participe pleinement à la politique prônée par les hautes autorités de la République, en tête desquelles le chef d'État Ali Bongo Ondimba. C'est de l'entrepreneuriat des jeunes citoyens gabonais et de l'auto-emploi, apportant ainsi une plus-value à la croissance économique du pays. Et c'était donc le portrait d'un sculpteur. Il s'agit de Mba, lui qui est un sculpteur donc, au niveau du Gabon. Et c'est un portrait qui a été fait par la journaliste Maggie Zang. Voilà, donc à présent, nous allons nous intéresser au volet santé, particulièrement la prise en charge des cancéreux. Nous en parlons ce matin en compagnie de Madame Samia Ghazmi. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Bienvenue à vous. Merci toujours un plaisir de vous recevoir, Madame Ghazmi. Toujours aussi dynamique, merci. sur terrain. Et merci pour tout l'ensemble de Canal Algérie. Marhaba bik, Madame Ghazmi. Donc, je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Nour Doha. Et alors, c'est vrai qu'en votre compagnie, on parle beaucoup de cancer, le cancer du sein particulièrement, mais on voit que vous travaillez tout au long de l'année. On le dit à chaque fois, pas seulement le mois rose, le mois d'octobre. Bon. Et cette fois-ci, justement, vous avez un bel événement du côté de Tizi Ouzou, n'est-ce pas? Très bien. Merci à l'ensemble Canal Algérie. Merci pour l'invitation. Bien, aujourd'hui, on est sur le point de partir sur Tizi Ouzou. On est invité pour un diagnostic précoce sur le cancer de la femme, en général. Oui. Voilà. Et par ailleurs, on va aussi détecter, faire des examens pour les petits-enfants, même des adultes. On parle un peu beaucoup plus sur l'hématologie. Là, vraiment, l'hématologie qui fait fureur en Algérie, surtout les malades, des femmes, des enfants, même des jeunes adolescents garçons, ils viennent en retard. Bien qu'il y a des services d'hématologie dans des wilayas, je peux citer Oran, Constantine, et je crois aussi voilà, même Tlemcen. Mais on ne comprend pas pourquoi tous ces malades arrivent sur Alger. Alors non seulement le service, je félicite tout le service d'hématologie du centre Pierre-Marie Curie, de Bni Messous et autres. Les malades, quand ils arrivent, ils sont dans il faut le traitement, et après ils rentrent dans la chambre stérile.
Oui. Là, c'est durant peut-être un mois, à un mois. Mais quand il doit sortir, alors c'est des kilomètres qui vont repartir sur leur wilaya et leur domicile. Et là, c'est la galère. Donc, non seulement pour les malades en hémato, la greffe de moelle, croyez-moi, quand ils sortent après leur traitement, durant des mois, dans la salle greffe de moelle, vraiment enfermés, traitement, surveillance, tout ça. Pour aller rejoindre leur maison. Mais ça, Madame Kasmi, il faut aussi à côté une prise en charge psychologique. Oui, évidemment, j'arrive. Psychologique pour les parents. Alors, pour ne pas partir faire des kilomètres, ils sont reçus à Nordoha. Oui. Alors, Nordoha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des chambres stériles. On prépare, c'est l'hygiène, le repas spécial, tout ce qui se suit. En parenthèse, j'ai fait une formation à l'hôpital Saint-Louis les années 90 sur l'hématologie. Donc, mon expérience, elle est déjà avancée. Machallah, il y a tout ce qu'il faut. Mais seulement, je parle un peu des personnes qui viennent du fond du Sud. Alors, ils arrivent un peu en retard. Et j'ai perdu beaucoup d'enfants. Dernièrement, c'était une petite fille de Amrila et un enfant aussi de Annaba. Ils étaient hébergés à l'association. Hein. Ils avaient quel âge, Madame Kasmi? Le jeune, il avait 17 ans. L'autre Amrila ou une autre de Mnia. Alors franchement, après le décès, on s'adapte à eux. Enfin, on réconfort. Et par ailleurs, ils ont les repas spéciaux. C'est la stérilisation, la surveillance, la propreté, c'est très important. Une prise en charge optimale. Alors maintenant, moi, je dis que quand les malades viennent de l'intérieur pour autre pathologie que le cancer, je crois que je vais décider de prendre que l'hématologie. L'hématologie de l'intérieur du pays, ceux qui sont à Alger, alhamdoulilah. Dans d'autres wilayas. Mais ceux qui viennent du fond du Sud, j'ai reçu une petite fille aussi de Bourj Bedi Mokhtar. Et ces malades restent 2, 3, 4 mois dans l'association. Alors, l'association fait appel, bien sûr, d'avoir toutes les possibilités pour ces enfants et ces personnes, même il y a des personnes âgées. Et comment je pourrais vous dire, je vous remercie si je passe ce message qui est très important. Et quand on s'adapte à des enfants, on s'adapte à des adultes, tout le matin, je vais les revoir. Ça devient une deuxième famille, ça devient carrément, pas une deuxième famille, une famille comme notre famille, effectivement. C'est comme nos enfants, c'est comme... Et puis, Madame Kasmi, nul n'est à l'abri donc, de ce genre de maladie. Donc, c'est vraiment un message percutant que vous faites passer ce matin. Je n'arrive pas à trouver les mots pour dire comment on pourra soulager. Je remercie pas mal de professeurs qui nous aident financièrement, parce que, croyez-moi que, je ne dirais pas, mais il y a des âmes charitables. Comme je vous dis, c'est des maladies très très lourdes. Et même, je remercie aussi quelqu'un qui est de Paris, enfin, et d'autres d'Alger, que je remercie infiniment pour l'aide qu'ils apportent à ces malades. Effectivement. Voilà. Donc, je reviens pour la sortie d'aujourd'hui. C'est pour le cancer de la femme en général. On est invité à faire ce diagnostic. Maintenant, mais c'est une maladie qui est courante. Tout le monde le fait, tout le monde le pratique. Bien que le souci qu'il y a, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est une galère. Les rendez-vous sont loin. Ils sont loin, oui. Donc là, c'est une organisation qu'il faudra bien prendre ces malades, parce que les soins de la radiothérapie peuvent aussi compléter la guérison. Après, soit l'intervention du cancer du sein, évidemment, il y a le traitement qui est peut-être bien aussi disponible, complété par la radiothérapie. Ou autre cancer. La radiothérapie, les rendez-vous sont très très loin, et comment pourra-t-on faire? D'ailleurs, si on parle justement, quelles sont les solutions, Madame? Qu'est-ce que vous proposez la solution, par rapport alors la solution, c'est que la première des choses, pourquoi chaque wilaya doit prendre les gens qui sont dans... On reçoit des malades de l'intérieur.
peut-être même c'est au moins à la région, on va dire. Au moins la région. Rapprocher Oui. les soins le plus Voilà. possible. Et il y a une forte guérison pour le cancer du sein, la radiothérapie. Il y a d'autres pathologies, le cancer, enfin il y a le goitre aussi, qu'on n'en parle pas trop souvent que le goitre. Moi aujourd'hui je suis là pour l'hématologie spécialement. Alors l'hématologie qui, comme je vous l'ai dit, je reviens sur le cancer du sein. Le cancer du sein pour la radiothérapie, c'est la galère. Le rendez-vous peut attendre 3, 4 mois, 5 mois. Et là, si la dame, elle doit faire sa radiothérapie, c'est dans les médias pour avoir un diagnostic qui est complété du traitement. Et il y a des fortes chances. Voilà. C'est la chose qui est très, très importante pour ces grands soucis que les rendez-vous soit aussi éloignés. Non, mais je dirais bien, moi, je suis une ancienne des assurances. Je suis assistante médicale des assurances. Nous, à l'assurance ASA, bon, on a l'assurance de la sécurité sociale, on est complété par la groupe. D'accord. Les gens qui sont assurés, essayez d'avoir les moyens pour aller dans le privé. Laissez les gens qui n'ont pas, les malades qui n'ont pas les moyens, d'avoir le rendez-vous normalement dans les normes pour les traiter et faire leur traitement dans les médias. Mais si on donne un rendez-vous dans 7 mois, 8 mois pour faire la radiothérapie, c'est la galère. Entre-temps, l'état du patient risque de se dégrader encore plus. Évidemment. Effectivement. Alors aujourd'hui, vous avez cette sortie. Quel est votre programme, Madame Ghasmi? Alors notre programme, on va faire le diagnostic précoce sur le cancer en général de la femme. D'accord. Gynéco-ça. C'est des médecins spécialistes du Centre Pierre-Marie Curie et autres pour éventuellement aussi découvrir cette maladie qui fait fureur aussi et ça continue. Alors on découvre le traitement. Bon, probablement il est. Mais je reviens toujours à la radiothérapie, que la personne qui doit faire la radiothérapie, c'est des mois qu'elle attend le rendez-vous et donc ça c'est un grand souci. Voilà, donc pour le dépistage, vous arrivez quand même à prendre ça en charge. Ensuite, c'est la prise en charge médicale. Évidemment, il y a le suivi. Nous avons des médecins scénologues du Centre Pierre-Marie Curie qu'on doit partir pour les 2 jours. Et quand on découvre, éventuellement, il y a des examens, il y a la cytoponction, il y a tout un bilan à faire. Mais si la personne, la dame, elle va faire sa mastectomie, il y a aussi le côté psychologue. Le côté psychologique, oui. Psychologique, surtout cancer, le psychologue, c'est le rôle le plus important. Il doit être présent tout au long, donc déjà de l'annonce de la maladie, tout au long donc de la prise en charge. Évidemment, vrai que... le psychologue, si je reviens je sors du sujet, je reviens pour des petits-enfants, pour des adolescents, problèmes d'hématologie. Et croyez-moi, il y a parfois des enfants qui ne répondent pas à leur traitement. On va mal. Et les parents regardent leur enfant là partir et tout ça. C'est une chose qui est très lourde. Ça, on a le cœur serré, puis on voit les parents. Et le plus important, c'est l'impuissance à un moment donné. Ça y est, on n'arrive plus à rien faire, c'est ça. Et les parents, écoutez, on partage leur douleur. Et cette douleur, on ne peut pas l'oublier. Moi, ça fait même les années, mais cette année, j'ai perdu beaucoup. Et franchement, je suis à la place de leur maman. Que ces enfants ne répondent pas au traitement? Tout dépend, parce que quand ils ne répondent pas au traitement, ça dépend du suivi. Enfin, ils sont bien pris en charge. Ils sont bien pris en charge, oui. Mais une fois, il y a l'éducation des parents. Votre enfant, quand il sort, il faut faire très attention. Il ne faut pas avoir trop de monde avec eux. Moi, maintenant, ils sont dedans à l'association. C'est des malades qui portent les babettes. Et l'hygiène, qui est très importante. Je dis bien la stérilisation de la vaisselle, des repas spéciaux. C'est ça. Tout ça, c'est un rôle. Bon, il y a des dames qui comprennent, mais nous avons des familles qui sont en dehors, ils n'ont pas les possibilités. Mais entre-temps, Madame Ghasmi, finalement, vous êtes en face de 2 gros challenges. Donc déjà, la prise en charge du patient lui-même, le suivi, l'encadrement, la prise en charge médicale, psychologique et tout ce qui en suit. Et d'un autre côté, le challenge de l'éducation, finalement, de toute la société, de la famille particulièrement, du patient, n'est-ce pas? Parce que finalement, il suffit de rien pour que le patient puisse rechuter. C'est évident, et c'est bien, surtout si je vous parle des personnes qui sont dans des zones reculées. Je reviens à la dame de Bodbedi Mortal. D'ailleurs, elle a le langage
pas comme le nôtre, ils ont un autre langage. Mais ils n'ont pas les possibilités de la stérilisation, des moyens et tout ça. Et donc, quand ils reviennent, ils sont hospitalisés et après, c'est la mort. Donc, tout ça, ça me joue sur le moral. Et pourquoi je suis toujours à l'association? C'est parce que je dirais une chose devant tout le monde qui m'écoute. J'ai fait mon serment, fait le Hajj 2 fois. Je ne les laisse pas tomber jusqu'à mon dernier souffle. Vous êtes magnifique, Madame Gasmi. Non. Non, mais, spontanément, hein. Oui. Spontanément. Non, vraiment, vous êtes une personne magnifique. Souhaitez-moi beaucoup de courage. Oui. Évidemment, c'est ça. Surtout ça. Et par ailleurs, aussi, on est international avec la Société de scénologie à l'étranger, même en Suisse, qui nous invitent. Et ce sont les médecins qui partent. Ce n'est pas moral. Là, c'est les médecins du groupe de l'association qui sont présents pour présenter bien sûr leur travail qu'ils font. Alhamdoulilah, on a des médecins compétents en Algérie, à la hauteur. Mais bon, point d'interrogation. Et justement, il faut dire, Madame Gasmi, que grâce à tout ce beau travail que vous faites, vous, au niveau de votre association, il y a d'autres associations aussi sur terrain qui font aussi un travail magnifique. La société civile, il faut dire qu'elle est là, elle est présente, elle a toujours été là, aux côtés d'ailleurs du service hospitalier. Donc, parce que c'est vrai que c'est un travail très étroit, en collaboration étroite que vous faites entre vous, en tant que société civile, et entre donc, tout le personnel hospitalier. Et au fait, il faut dire que si on parle par exemple du cancer du sein, à un moment donné, il y avait beaucoup de tabous par rapport à cela. C'est vrai que les femmes ne s'ouvraient pas à un moment donné. Aujourd'hui, alhamdoulilah, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a une ouverture par rapport à ça. Alhamdoulilah pour le sein. Et tout ça, c'est grâce au travail que vous avez fait sur terrain, justement. Et l'ensemble des associations. Je félicite les associations aussi présentes. Justement, donc c'est par rapport à cela où maintenant, aujourd'hui, les femmes s'ouvrent et parlent ouvertement donc, de toute cette question. Donc, toutes ces questions qui touchent particulièrement la femme, et ça c'est grâce justement à tout le travail que vous faites sur terrain. Alors bien sûr qu'on peut dupliquer ces expériences sur d'autres situations, notamment le côté hématologie par rapport à l'éducation, à l'éducation de la société déjà, à l'éducation sanitaire, à l'éducation de la société, par rapport à la stérilisation, par rapport aux repas particuliers, donc destinés à ces patients. Repas spéciaux. Voilà, alors justement c'est ce que vous faites. Que je prends en charge. D'accord. Surtout, dès qu'ils rentrent à l'association, c'est le service hématologie. Mais Madame Gasmi, ça c'est à votre niveau, c'est au niveau de l'association. Mais une fois que ces patients rentrent chez eux, donc, il y a le suivi après. Non, il y a le suivi, mais nous, on les éduque. D'accord. Et d'ailleurs, comme ils sont à l'association, ils sont pris en charge pour leurs repas spéciaux, tout, et la chambre stérile, vraiment. Et le parent qui est avec le malade, soit la maman. Des fois, j'ai la maman et le papa. Oui. Voilà. Bon, le papa, il est ailleurs, la maman aussi est ailleurs, mais l'enfant, il est tout seul dans la chambre. Alors, l'enfant tout seul dans la chambre, Madame Gasmi, ça aussi, c'est très pesant pour l'enfant, parce que c'est un peu un déchirement, hein, il faut dire, de la famille, de l'école, de tout cet environnement social. C'est un gros déchirement. Et donc, il n'y a pas que la prise en charge médicale qui est primordiale, mais la prise en charge psychologique de ces enfants. Je suis en train de penser à un enfant qui n'est plus à l'école, qui va plus ses copains, qui va plus sa famille. En ce moment, j'ai 2 adolescents de 17 ans. Il est de Skikda et un autre aussi de Boussaada. Et donc, c'est la maman qui est là. Bon, moi, je fais comprendre à la maman, je leur fais une petite éducation, un dialogue et tout ça. Mais moi, quand je rentre le matin, bonjour les enfants, je suis avec la bavette et tout ça. C'est la maman. Allez, debout, il faut bouger, il faut marcher. Je peux vous autoriser de vous mettre au balcon. Parce que l'association, elle est juste au Square Sofia, au centre Alger. Et donc, je leur permets. Il y a du mouvement, tout de suite après. Le centre d'Alger est très mouvementé. Là, quand ils sont dans au balcon au soleil, moi, je demande tout de suite de faire la chambre immédiatement. Les draps, l'hygiène, tout ça. Puis, ils doivent marcher un petit peu. Parce que parfois, il y a des malades qui ne doivent même pas sortir dehors. Mais quand le médecin me dit, Madame Gasmi, vous pouvez les libérer de faire une petite demi-heure et tout ça, dans le quartier, ils sont là, mais bien équipés. Bien protégés. Et voilà, on continue la vie et tous les jours, Dieu merci. Hein. Oui.
Je ne peux pas dire que je suis fatiguée, il faut que je continue. Après, surtout quand il y a de bons résultats, ça vous encourage. Alhamdoulilah, il y a des bons résultats. J'ai 2 qui sont, alhamdoulilah, ils sont toujours... Puis quand je rentre, j'ai ma blouse et ma bavette, moi aussi. Hein. Oui. Ouais. Donc, toujours hygiène optimale. Ah oui, c'est très important. Vous avez des psychologues qui travaillent avec vous, bien entendu? Oui, oui. Et le service, je remercie le professeur qui est aussi toute l'équipe du CPMC qui font confiance à notre Doha de nous envoyer ces malades. Ils sont venus, ils ont visité le service et tout ça, pour que le malade ne fait pas le va-et-vient et qu'il ne rechute pas s'il y a quelque chose d'une anomalie, pas d'infection. Alors on essaie de... Parce que parfois c'est la rechute qui est... qui peut avoir des retombées très négatives. Oui, celui de Annaba, je l'ai perdu quand même. Il était bien à l'association, mais bon, c'était la galère de venir de Annaba jusqu'à Alger. Mais bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais alhamdoulilah, Inch'Allah, tout va aller pour le mieux. Et je remercie tout l'ensemble du service CPMC d'hématologie, du professeur Benakli, du professeur Ahmed Nasser, les médecins, le paramédical. Et on est là, on continue ensemble. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, Madame Ghasmi. Vraiment, vous êtes une femme magnifique. Merci Canal Algérie de nous inviter, de donner une considération très importante à tout l'ensemble de Canal Algérie. Merci à vous. Madame Ghasmi, vous êtes chez vous et bien entendu, les médias, c'est une partie prenante. Hein. C'est un maillon de la chaîne, hein, mine de rien. Tout à fait. Voilà, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Là, vous allez aller du côté de Tizi Ouzou. Oui, bien sûr. Voilà, vous allez prendre la route. Donc, on vous souhaite beaucoup de courage et, Inch'Allah, que de bons résultats pour les patients. Ensemble de vaincre, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Ghasmi. Bravo encore une fois à ce que vous faites. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté d'Oran pour découvrir le Grand Saut. Donc, du côté d'Oran, je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. À l'Est d'Oran, c'est le jour du grand saut pour ces jeunes qui s'apprêtent à vivre une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Place aux dernières consignes avant de se lancer. Tu lèves la tête? Oui. Tu lèves la tête. Good. Vas-y. À 75 mètres au-dessus du vide, les voilà partis pour une descente le long d'un câble qui s'apparente à un vol plané, à des vitesses approchant, voire dépassant les 100 km/h, frisson garanti. J'ai la phobie des hauteurs. Pour moi, c'est un challenge de faire la tyrolienne. J'adore la sensation que j'ai, le dépassement de ma peur. Et puis, je l'ai fait déjà une première fois, j'ai eu peur et après, c'est bon, j'ai gagné en confiance. C'est une activité sportive, là où il y a des fortes sensations, on a des vues formidables. C'est une activité qui nous permet d'avoir une sorte forte d'adrénaline. À l'origine utilitaire, la tyrolienne est aujourd'hui une activité plébiscitée par les amateurs de sensations fortes depuis son installation par l'association sportive Art du déplacement parcours d'Oran en mars 2022. D'ailleurs, elle est victime de son succès. Tous les week-ends, on fait la queue au spot de départ. Alors la tyrolienne, c'est une activité pas forcément sportive, c'est une activité attractive, on va dire, qui pousse la personne à surpasser ses difficultés, à avoir une sensation forte et une sensation d'aventure. L'objectif, c'est le développement des sports urbains ainsi que sports des montagnes. Donc les sports urbains, nous avons le parcours, la slackline. Et pour le sport de montagne, nous avons démarré par la randonnée sportive, l'escalade sportive, les pratiques à Crystal, et le trail. Sensation garantie sur ce parcours, tyrolienne surplombant la crique de Crystal, village enclavé à 26 km à l'est d'Oran, tout en vous offrant une vue panoramique magnifique sur la Grande Bleue. Et
Et de retour sur le plateau, c'était donc le grand saut du côté d'Oran et nous allons toujours nous intéresser au sport de montagne. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité Youssef Benbessi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors vous êtes le président de la Ligue algéroise de ski et des sports de montagne. Voilà. En attendant d'apprendre la leçon. Tout à fait, oui. Et nous avons parmi nous également Faisal Assed, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous et vous êtes le président du club Montréal. C'est plus facile, hein? Oui, c'est plus court. Voilà, c'est plus court, c'est plus facile à retenir finalement. De club, donc. Voilà, alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un très bel événement qui a été organisé cette semaine. C'est le championnat de wilaya de ski et un open aussi. Alors, open de ski. Vous avez été gâté par la neige? Ben oui, cette année, on a eu vraiment de la chance, beaucoup de neige. Et on a su caler notre date avec le calendrier de la fédération aussi. Donc, je trouve qu'on a réalisé un bel championnat. Alors, vous avez été partenaire justement à cette organisation, à cet événement, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, la Ligue, elle a fait appel à nous. Donc, on est affilié à la Ligue d'Alger. On est un club donc on est domicilié à Alger. Donc la Ligue, elle a fait appel à nous parce que la Ligue, elle est nouvelle. Donc c'est une nouvelle Ligue, elle a à peine une année d'existence. Ils ont fait appel à nous vu l'expérience du club. C'est un club qui existe depuis plus de 20 ans. On a l'expérience dans les sports de montagne, et dans les événements Hadouma, l'organisation de compétitions. Donc on a été partenaire de la Ligue dans cette organisation. Pour organiser l'événement ADA, c'est le premier événement que la Ligue organise. Donc, premier événement majeur. Premier événement majeur. Premier événement majeur de la Ligue. Donc, on a contribué, on a aidé la Ligue dans l'organisation et je pense que l'événement s'est bien passé. Donc, c'était le championnat d'Alger. En même temps, on a fait un Open. Donc c'était ouvert à tous les skieurs qui voulaient participer de toutes les wilayas. D'ailleurs, on a eu des skieurs, il y a eu des clubs de Bouira qui ont participé, des clubs de Haïzar Meimouna, le club de Bechloul qui ont pris part à la compétition. Et il y a eu même des skieurs qui ne sont pas licenciés dans des clubs, vu que c'était un Open, qui ont pu participer à cet événement. Alors, événement. Vous insistez sur événement majeur. Tout à fait, oui. Alors, c'est quoi événement majeur? C'est un championnat. Pour une ligue qui n'a même pas encore une année, donc nous sommes un petit bébé qui a fait de grands pas quand même. De grands pas, donc, voilà. Et sans moyens financiers. Donc voilà, je trouve que quand même on a réalisé un bel événement. On a eu quand même une quarantaine de participants malgré les examens des enfants. Donc c'était une période assez spéciale. Et donc, on compte réaliser d'autres événements. Bientôt aussi, on va faire le championnat de wilaya d'escalade sur mur artificiel à l'ISTS. D'accord. Alors, avant de parler de cet événement avec un peu plus de détails, alors revenons à cet événement que vous avez organisé durant la semaine. Alors là, on comprend quand même que c'est un sport qui attire énormément de gens, qui attire des passionnés. Donc, si on s'organise en ligue, en fédération, c'est que vraiment c'est un sport finalement qui est bien implanté. Alors, ma question, c'est que parce que alors, est-ce que justement c'est un sport qui est accessible? Il est très accessible. Pour information, notre fédération, elle existe depuis 1963. Donc c'est déjà une vieille fédération. À la mine de rien, l'âge de l'Algérie indépendante. Tout à fait, exactement, juste après l'indépendance. Donc on regroupe deux sports olympiques, donc il y a le ski alpin et aussi l'escalade récemment rentrée dans les sports olympiques depuis 2020. Et donc c'est un sport qui attire énormément de gens, surtout pour la randonnée aussi. Depuis, enfin vous l'avez sûrement remarqué ces dernières années, où ça a ramené beaucoup de gens sur les... On va dire une belle explosion. Tout à fait, exactement. Particulièrement depuis le Covid. Depuis le Covid, exactement. Les gens ont... Il y a eu ce retour vers le tourisme local et donc c'est ce qui a permis... Exactement. Ils ont pu cette fois-ci découvrir l'Algérie autrement. Voilà, effectivement. Alors revenons un petit peu à cette compétition qui s'est déroulée. Donc, quelles ont été les épreuves auxquelles les athlètes étaient confrontés?
où les participants étaient confrontés. Donc comme c'était c'est une compétition de ski, plus spécialement c'est du ski alpin, donc c'est de la descente. D'accord, parce qu'il y a plusieurs types de ski, il y a le ski alpin, le ski de fond, le ski de randonnée. La compétition en question, c'était du ski alpin, plus spécialement c'était un slalom géant, si on parle en termes techniques. Il y a eu la participation donc, de différentes catégories. On a eu du senior jusqu'aux toutes petites catégories, jusqu'au poussin. Ça commence à quel âge? Le plus jeune participant, il avait 8 ans. Donc on a ouvert, ce qui est un cadre aussi promotionnel pour promouvoir l'activité. Donc on a ouvert jusqu'aux toutes petites catégories pour les encourager à venir pratiquer cette discipline. Donc voilà, par rapport à la compétition elle-même et sur le plan technique, comment ça s'est passé. Voilà. Alors encore une fois, donc, pour cette organisation, encore une fois, donc, c'est le premier événement. Un petit bilan, probablement, très positif, donc un bilan positif. Très positif, on comprend que ça va devenir une tradition. C'est clair, c'est sûr. Donc espérons que la neige sera au rendez-vous, mais sinon on compte faire beaucoup de compétitions. Et moi, j'insiste surtout sur la formation. En tant que président de ligue, donc dans nos missions, c'est la promotion de ces activités. Et puis moi, j'insiste sur la formation. Pourquoi? Juste pour être d'abord autonome par rapport à cette discipline qui reste quand même, je dirais pas très développée. Pas très développée et surtout nécessite quand même beaucoup de normes de sécurité. Donc même pour la petite, enfin je dirais pas la petite discipline qui est la randonnée, mais c'est-à-dire la randonnée c'est quand même un sport qui n'est pas très technique, mais qui a besoin de beaucoup de formation. Beaucoup de mesures de sécurité. Tout à fait. Donc on a quand même fait on est en plein cours de réalisation de formation. Alors lorsque vous parlez de formation, ce sont des formations qui sont destinées aux coachs ou des formations destinées aux athlètes? Tout à fait. Donc c'est des futurs encadrants et cette fois-ci on a avec l'Institut des sports de Ain Binyan. Donc on est en train d'organiser une formation pour une cinquantaine de futurs éducateurs sportifs premier degré spécialisés. Donc spécialisés pas comme celles qui ont été faites auparavant. Ça va être par spécialité, donc un éducateur sportif en escalade, un éducateur sportif en ski et en randonnée aussi. Donc c'est spécialisé pour justement être professionnaliser le maximum possible ces activités-là. Voilà, d'autant plus que l'événement, comme vous le dites si bien, a été positif, alors autant investir à fond dedans. À fond, exactement. Et surtout dans la formation, j'y insiste. Donc, voilà, surtout dans la formation. Donc toujours dans la formation, là aussi, vous serez partenaire? Bien sûr, oui. On a plusieurs candidats, on a inscrit plusieurs candidats à cette formation. Le club, je pense qu'on a au moins une vingtaine de membres du club qui vont prendre part à cette formation, donc qui concerne les 3 disciplines phares des sports de montagne, qui sont le ski, l'escalade et la randonnée. D'autant plus que, comme a dit Youssef tout à l'heure, la randonnée, elle draine actuellement beaucoup de monde. Il y a beaucoup de demandes pour cette discipline. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux. Ça foisonne, les nouveaux groupes qui organisent les randonnées et tout. Des fois, c'est pas très bien réglementé et ça va être un petit peu le rôle de la fédération, de la ligue, de réglementer un petit peu ça dans le cadre de la formation pour former les gens qui plus tard peut-être pourraient devenir des guides de randonnée. C'est important quand même de connaître certaines normes de sécurité, certaines pratiques pour pouvoir donc pratiquer cette discipline et ce sport en toute sécurité, parce que quand même on est en montagne, il y a un minimum de connaissances à avoir, notamment la météo, l'équipement, le comportement à avoir. Donc ça, c'est des formations pareilles, elles permettent ça, donc elles permettent d'avoir ces connaissances-là. Voilà, effectivement. Alors, on parle de ce bel événement qui est positif. Alors, on attend à ce qu'il s'installe comme véritable tradition. Et justement, Walid Yousfi s'est intéressé à cet événement dans ce reportage. Je vous laisse voir et on se retrouve juste après.
Zakaria est en train de préparer son matériel. Il s'apprête à participer au championnat de ski alpin et de snowboard organisé sur les hauteurs de Tikjda, un événement qui n'aurait manqué pour rien au monde. Tout à l'heure, j'étais en train de préparer mes chaussures de ski. J'étais en train de vérifier si elles sont à la bonne taille pour pouvoir bien les installer dans mes skis et pouvoir bien gérer ma course dans la descente. Le terrain, je le connais assez bien, donc je pense que j'ai un petit avantage du terrain. Comme Zakaria, ils sont une cinquantaine de passionnés de sport de montagne à s'être inscrits à ce championnat, un slalom géant où chaque participant doit courir entre une série de perches, ou ce que l'on appelle dans le jargon des portes, en un temps record. Je leur dis d'abord bravo, parce que vous étiez avec nous et vous avez vu les conditions dans lesquelles on a organisé ce championnat. Donc prendre un skieur athlète qui se lève à 6h30 du matin pour prendre ses skis et monter 3 km à pied, pour descendre dans ces conditions, déjà, moi je trouve que c'est un parcours de combattant. Donc après, il y a un bon niveau. Tous les techniciens disent à l'unanimité, disent la même chose. Donc c'est surtout de la promotion et pour développer, dans le but de développer la discipline Hadia. Une discipline peu pratiquée en Algérie, mais qui a quand même ses adeptes. Malgré la difficulté du circuit, les athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour finir les 2 manches et aller au bout de ce championnat. Il était un peu difficile, les virages étaient un peu durs, mais ça va, on a réussi quand même. C'était super intéressant de voir les gens faire du ski en Algérie. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Non, pour moi, c'était pas trop difficile. Parce que j'ai beaucoup d'expérience, ça fait 25 ans que je fais du snowboard. Ah oui, c'est extrêmement difficile, surtout la montée de la montagne. C'est extrêmement difficile avec les skis, c'est un grand poids sur les épaules. Déjà vice-champion d'Algérie de ski alpin en 2022, le jeune Zakaria a réussi à décrocher une place sur le podium. Classé 3e de ce championnat, il vise la première place lors du prochain tournoi de ski organisé par la Ligue. Et en attendant, donc le prochain rendez-vous, celui-ci s'est passé à Tikjda. Alors sinon, par rapport à l'encadrement de la discipline, ça se passe comment? Alors par rapport à l'encadrement, comme on a parlé tout à l'heure de la formation, donc actuellement l'encadrement il est insuffisant, donc l'encadrement technique, d'ailleurs c'est ça un petit peu le but de la formation. Si on parle aussi un petit peu des moyens, il y a un petit manque de moyens quand même au niveau de la discipline, donc spécialement si je parle du ski. Vous savez que les installations au niveau des stations de ski actuellement, elles sont plus en service. Oui. Donc ça serait bien qu'elles soient remises en état, notamment les téléskis des stations de Tikjda et de Talagilef, qui permettrait aux skieurs d'être plus à l'aise dans leur pratique pour pouvoir remonter toute la pente. Parce que là, ils doivent monter toute la montagne à pied avec le matériel sur le dos. Ils vont laisser toute leur énergie dans la montagne, dans la montée finalement. Donc ça serait bien. Donc ça serait bien que ça soit remis en état. Pour information, les remontées ne sont pas faites que pour le ski. Donc, d'ailleurs, à l'étranger, elles sont utilisées plus pour d'autres activités, comme la randonnée, le parapente. Donc ça rend service aux autres disciplines. Exactement. Aussi, donc pas seulement le ski. Oui, le VTT aussi. Le VTT, il y a plein d'activités de disciplines de montagne. Et puis maintenant à l'étranger, vous savez, même l'enneigement à l'étranger, il est beaucoup moins qu'avant. Donc elles sont plus rentabilisées, ces stations-là, ces remontées mécaniques qui sont la plupart du temps privées là-bas. Elles sont rentabilisées plus par ces sports de montagne que par le ski comme avant. Alors, ce qui est intéressant, les sports de montagne, c'est rentable parce que ça se pratique tout au long de l'année. Donc, c'est vrai, le ski, on attend la période des neiges, mais sinon, le sport de montagne, c'est tout au long de l'année. De l'année, exactement. Ça pourrait être qu'un bon investissement. En fait, je dis ça c'est pour expliquer aussi, donner l'information aux autorités concernées
pour la rentabilité de ces remontées que si elles sont réhabilitées ou réinstallées, donc pas que cette petite période de ski. Donc on peut les utiliser à l'année. Voilà, tout au long dans de le cadre l'année. du tourisme et dans le cadre des sports aussi. Alors, dans le cadre du tourisme, dans le cadre des sports, du tourisme, sport aussi. Ça va de soi, exactement. Ça va de soi. Donc, d'autres projets qui arrivent? D'autres projets, nous avons beaucoup de projets. Je pense qu'il faut nous dédier quand même une autre, peut-être. Avec plaisir, vous êtes chez vous, venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Ça va prendre beaucoup de temps, donc on a. Allez, un petit avant-goût. Oui, donc concernant le tourisme, c'est ça. Donc il y a tellement de choses à dire. Alors, on ne sait pas quelle est la priorité finalement. C'est vrai que l'Algérie est un continent. Hein, donc à chaque fois qu'on essaye d'organiser quelque chose, on a beaucoup de propositions. D'ailleurs, même pour le ski, on voulait le faire dans les montagnes du Babor, à Talaguilef, on avait beaucoup le choix. Et puis pour les autres disciplines comme la randonnée, l'escalade, c'est tout on a énormément de choix. Donc voilà. Donc, énormément de choix, d'autres propositions, j'imagine. Ça ne s'arrête pas? Oui, bien sûr. Comme a dit Youssef, vous savez, le nord de l'Algérie, il y a plein de chaînes de montagnes. On est quand même, peut-être qu'on l'oublie des fois, mais on est un pays quand même assez montagneux. On a deux chaînes gâté par la montagne. Exactement. Donc, on a deux chaînes de montagne au oui. niveau du nord de l'Algérie. Il y a le Djurdjura, il y a les Babor, les Aurès, il y a le Ouarsenis. Donc, quand même, pour pouvoir pratiquer ces disciplines, on est quand même assez gâté. Donc, que ce soit pour le ski, que ce soit l'escalade, que ce soit la randonnée. On n'a pas besoin que de la période des neiges. On peut pratiquer le ski sur sable aussi, sur sable aussi, qui est très intéressant. Effectivement, il y a cette possibilité-là, effectivement. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une belle continuation. On vous recevra pour le calendrier, on va dire, grand plaisir, des événements. Inch'Allah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Youssef Ben Bessi, pardon. Donc président de Ligue algéroise de ski et des sports de montagne. Merci beaucoup. Pour le soulagement de ce matin. Et aussi, Faisal Assed, merci beaucoup. Vous êtes le président du club Morillon. Vous pouvez faire aussi court? Oui, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une très belle continuation. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.